Salut à tous. Je vais vous montrer après sur Twitter, j'ai commandé quelques trucs là pour, je vais vous montrer, pour avoir un setup hein, tout simplement. Parce que je n'ai pas de setup. Pour l'instant, mon setup c'est un peu, je vous l'ai montré déjà la dernière fois, c'est un peu bancal quoi. J'ai juste mon micro, mon PC portable. Et j'ai quand même une bonne webcam, j'ai la Logitech 4K là, de Bruo, je crois qu'elle s'appelle, elle est pas trop mal. J'ai mon casque, mes écouteurs, ma petite souris, j'ai même pas de tapis de souris, j'ai un tapis de souris de merde. Et après j'ai deux grosses lampes quand même, donc ça c'est pas mal. Et j'ai un bureau simple avec une chaise simple. Et du coup là j'ai commandé quelques trucs pour avoir un endroit un peu mieux hein, pour travailler tout simplement. Du coup j'ai pris un bras articulé pour mettre mon micro, donc ça c'est cool. Au moins je peux le poser sur le bureau et ça me permet de mettre le bras un peu comme je veux, donc ça c'est vraiment bien. Un grand tapis de souris, et je me tâte même à prendre un tapis de souris sur mesure pour qu'ils prennent l'intégralité du bureau. Ça peut être pas mal aussi. Je vais voir. Et après, un clavier. Alors, ah merde, le clavier, je sais pas si j'ai bien fait de prendre lui. Normalement, c'est le même que j'ai chez moi en France. C'est pas un clavier mécanique. Et ça, je l'ai vu qu'après. C'est un clavier à membrane. Tant pis, ça ira très bien. Et après, j'ai pris un Stream Deck pour faire, pour que ce soit plus simple quand je suis en live ou quand je veux changer. Je sais pas trop à quoi ça sert Stream Deck, mais je crois que c'est pour des raccourcis, donc je l'ai quand même pris. Et je regarde ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors, il y a d'autres trucs que j'ai pris, mais j'ai pas montré parce que c'était des trucs un peu en dehors du setup. Et après, j'ai pris du coup une petite enceinte Bose. Parce que l'avantage, c'est que quand je suis chez moi, soit j'utilise mes écouteurs et je vais manger, je sais pas, je vais faire du sport. Enfin, j'utilise tout le temps mes écouteurs. Mais après, quand par exemple je prends ma douche, j'aime bien avoir de la musique. Moi, j'aime tout le temps avoir de la musique. Et du coup, je sais pas quoi prendre parce que les écouteurs, je peux pas les mettre, je peux pas me toucher avec mes écouteurs. Du coup, j'ai pris cette enceinte, c'est pas mal. Et après, sur la télé, ce qui est bien, c'est que j'ai déjà une enceinte, une sorte de barre d'enceinte, donc ça c'est cool. Mais dans la douche, du coup, j'entends pas la barre d'enceinte de la télé. Et après, j'ai pris un PC, un gros PC quand même, 2600, il est pas donné quand même. Je connais pas trop en PC en vrai, en technique. Je vois qu'il y a une RTX 3080, je pense c'est pas mal. 16 de RAM en DDR4, je pense que ça devrait le faire l'affaire. Après, j'ai pris un petit truc pour avoir plus de câbles USB, ça c'est bien. Et j'ai pris un écran Samsung 27 pouces, et j'en ai pas pris un, j'en ai pris deux. J'hésitais au début avec un grand écran, il y avait un écran, mais comme il était long, il faisait, je crois, 1m30 de longueur. C'est immense, hein. En pouces, je sais même pas combien c'est, mais c'est immense. Il était vraiment immense. Sauf que je me suis dit, un seul écran immense, ce sera moins bien que deux écrans un peu plus petits. Et 27 pouces, c'est déjà pas mal, hein. 27 pouces, c'est déjà pas mal. Et donc voilà, et en fait, le PC, du coup, pourquoi j'ai pris lui? Parce qu'en fait, c'est le seul qui était en stock encore. Tous les autres PC, il y en avait peut-être une dizaine, c'était le seul qui était en stock, et tous les autres, ils étaient en rupture de stock. Du coup, j'ai pris lui. Et c'est un truc sur Malte, en fait, un truc sur Malte, parce que pour se faire livrer, c'est un peu la guerre. Et après, j'ai pris autre chose. Ah oui, j'ai pris ce bureau. Ça, c'est le feu. Ce bureau, ça, il est pas trop mal. Il fait 1m40, je crois, de longueur. Il doit faire 60 cm de largeur. Et en fait, il monte. Et j'appuie sur un bouton, il peut monter, descendre, monter, descendre. Il peut monter à 1m30, je crois. Il peut redescendre à 60 cm. Donc, l'avantage, c'est que je peux être assis, je peux être aussi debout. Donc, ça, c'est trop bien. Et après, dernière chose, une chaise gaming. C'est la Herman Miller X. Elle est pas mal, elle est un peu chère, 1200, 1400 euros de base. Elle est un peu chère, mais ça vaut le coup en vrai. Et tout ce qui est chaise, un truc dans ce style, je fais hyper gaffe. Je m'en fous de mettre super cher parce que au niveau de la santé, santé est inestimable en termes de prix. Du coup, pour le dos et tout, vu que je passe au moins 6-7 heures par jour assis sur une chaise, ça vaut mieux le coup de prendre une bonne chaise, quoi. C'est rentable, c'est largement rentable. Donc voilà. Il faut meubler, ouais. Mais il est déjà meublé en fait. Je sais pas, c'est grand, du coup ça résonne, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je vais voir. C'est possible de payer en crypto? Non, malheureusement. J'aurais bien aimé moi payer en USDT. J'aurais pris le bénéfice de EGLD. EGLD qui aurait régalé. Tu peux nous faire un home tour? Ah, ça va être compliqué, hein. J'en ferai un. Je pense en vidéo, c'est-à-dire dès que je reçois mon setup, je ferai un rapide home tour. Pour montrer un peu, surtout là où je travaille avec le setup qu'il y a et tout, ça peut être cool. Ça a été beaucoup demandé donc pourquoi pas le faire. Mais là, avec la webcam, je peux pas trop bouger. Juste là-bas, j'ai ma cuisine. Là-bas, il y a. Au fond, il y a ma chambre. Après, il y a une deuxième chambre. Et il y a deux salles de bain. Et là, il y a la cuisine, le bureau du coup où je taffe. Mais là, vous voyez que c'est un peu le bureau, c'est. Voilà, c'est ça quoi. C'est le bordel. Il y a 6 chaises autour. Il y a un bureau classique. Et en fait, c'est pour ça que ça résonne. Cela, ça fait une sorte de mini pièce. Je sais pas si vous. Ah, j'arrive pas à le diriger. Mais gros, ça fait une sorte de mini pièce. Du coup, c'est pour ça que ça résonne un peu. Et après, derrière, je sais pas si vous allez voir, je canapé avec un salon. Et après, il y a dehors, avec la petite piscine. Et ça, c'est cool. Il y a une belle vue. On voit pas là, parce que chaque fois, je fais de nuit. Mais la journée, oh là, c'est incroyable. Quand je me réveille le matin, la vue est incroyable. Même quand je reviens de soirée, ça m'arrive de revenir de soirée à 6, 7h, 8h parfois du matin. Et du coup, il fait jour. Quand j'arrive, j'ai pas envie de me coucher. J'ai juste envie de me poser dehors et regarder la vue. C'est magnifique, vraiment. Mais ouais, c'est pas mal. Et du coup, je pense que quand je recevrai mon setup, eh ben, je vais mettre la webcam pour les vidéos. Ça peut être cool. Tu habites dans quelle ville à Malte? Ça s'appelle Swegi, un truc comme ça. C'est juste derrière Saint-Roulian en fait. C'est à côté de Saint-Roulian et Sléma. C'est vraiment à côté. En général, j'y vais en trottinette. T'en as pour 5 minutes. Ouais, à peu près 5-10 minutes. C'est très court, c'est très rapide. Du coup, c'est avantageux. Et l'avantage, c'est que je suis pas trop dans le centre.
Du coup, devant chez moi, devant la terrasse, il y a. C'est plein de. Je sais pas comment expliquer, mais c'est que de la végétation en fait. Alors, il n'y a pas trop de végétation à Malte, mais c'est directement. Il y a la mer et après, ça fait des sortes de grandes prairies. Et c'est tout. Il y a peu d'abattiments en fait. Parce que, en fait, c'est une sorte de réserve militaire, je crois. Du coup, il n'y a pas le droit de construire. Donc ça c'est trop ça c'est vraiment bien. Ça c'est vraiment pas mal. La télé avec Netflix, ouais, et bah tu sais quoi, j'ai la télé avec Netflix, avec YouTube, je crois j'ai Amazon Prime aussi, j'ai Disney+. Il y a peut-être d'autres trucs, Spotify, tout ça. Je l'utilise jamais, vraiment. Je trouve, j'ai pas, en fait je sais pas pourquoi, ça me donne pas envie de me caler devant la télé et regarder Netflix. En vrai c'est bien, hein, c'est satisfaisant à court terme, mais je sais pas. J'aime pas trop. Du coup, au final, j'utilise jamais. Et c'est pareil, je pense acheter une console. Moi, quand j'ai des potes qui viennent, on peut jouer. Et pareil, si j'achète une console, ce sera juste pour quand j'ai des potes. Quand je suis tout seul, jamais joue. C'est cher, logement, non, j'en ai déjà parlé. En gros, à Malte, c'est quand même moins cher qu'en France, je pense. Je sais pas, parce qu'en fait, j'ai pas pu comparer vraiment avec la France, mais je sais que dans le sud de la France, si par exemple vous prenez Nice ou Montpellier, peut-être Marseille dans les styles, dans ce style, avec même appart que j'ai sur la mer, je pense que c'est quand même plus cher. Je pense que c'est plus cher. T'as pas de voiture? Non, c'est trop la galère. C'est trop la galère. Malte, c'est un enfer. J'ai essayé de louer une voiture, c'est horrible pour conduire. En fait, moi, je suis habitué aux voitures avec le volant à gauche et je suis habitué à rouler à droite, comme vous, quoi, comme en France. Sauf qu'à Malte, ils roulent. Bah, en fait, c'est une ancienne colonie britannique. Du coup, ils roulent à gauche et ils ont le volant à droite. C'est impossible, je vous jure. Les ronds-points, mais à gauche, c'est trop dur en voiture. Et on peut s'y habituer, mais en vrai, ça vaut pas le coup parce que déjà, il y a ça. Et deuxièmement, vu que c'est pas mal de villes, Malte, là où je reste, et ben ça vaut pas le coup d'avoir une voiture parce que tout le temps des bouchons pour se garer et tout, c'est chiant. Donc pas pratique. Et je préfère largement prendre un quad ou un scooter. Du coup, je vais louer un scooter, je pense, ou une moto à l'année. Faut que je passe au permis moto, je suis inscrit, mais je l'ai toujours pas passé. Et au moins, l'avantage, c'est que tu peux te faufiler de partout, donc c'est grave facile et c'est mieux. Et pour se garer et tout, c'est beaucoup plus simple. Un collègue de boulot était dans ta classe en BTS. Mais non, c'est possible. Dis-moi son prénom. Je verrai si je le connais. N'hésite pas à me dire comment il s'appelle. Mais c'est possible, ouais. J'ai eu 2 classes différentes en BTS. Il fait chaud à Malte, ouais, il fait 20 degrés. Là, je suis allé courir tout à l'heure. Plaisir. Après, pour se baigner, c'est un peu froid, mais c'est trop bien. Les soirs, pour sortir, tu sors en short, t-shirt ou avec un petit pull. Et c'est trop bien. Moi, je kiffe ça. Il fait beau tous les jours. Bon, on va aller voir aussi les cryptos un peu, parce que tu viens de parler du setup, mais les cryptos, c'est plus important. Ta vision sur EGLD, on va les voir. On va les voir. GLD, il a fait plaisir dernièrement. Il corrige, tout à fait normal, mais je pense qu'il va revenir à la charge. Ouais, le US, du coup, je disais, US, il est bien, c'est un bon projet. J'adore le graphique à long terme, il est très propre, très beau. Mais le problème, c'est que c'est à court terme, c'est-à-dire que tout le monde s'intéresse à US parce qu'il explose et c'est trop tard. Pour moi, c'est trop tard, il est trop vertical actuellement. Il arrive en haut de son canal, donc le ratio risque-récompense n'est pas très intéressant. Et juste, s'il revient en haut de son canal, il va faire qu'un x2. Et après, il aura beaucoup plus de chances de corriger. Donc c'est pas, pour moi, c'est le ratio risque-récompense n'est pas intéressant sur OS actuellement. Débrief sur Chili's, ouais, le Chili's aussi, il faut qu'on aille le voir, il est toujours bon. Il est toujours bon. Et il est toujours bon au niveau daily, après en H4 c'est un peu plus compliqué, mais ça reste... T'es millionnaire? Pas encore, ça arrive. Je vous tiendrai au courant sur Twitter. La prédiction de plan B, 98 000 avant la fin du bull run, avant fin novembre, ça me paraît très compliqué. Hein. Franchement, je trouve en fait l'indicateur plan B au niveau du stock to flow est très intéressant. Il marche très bien. C'est-à-dire que le stock to flow, il est basé sur un modèle de ratio. C'est-à-dire que plus le ratio est élevé, plus ça veut dire que c'est une valeur refuge, et plus l'actif est intéressant. Et en gros, il est basé sur le stock et le flow tout simplement. Donc le stock, ça va être le nombre de bitcoin qui est en circulation. Donc il y en a 18 millions et quelques, 18,6 millions. Et le nombre de bitcoin qui est créé tous les ans. Et vu avec les halvings, on divise la récompense de minage par 2 tous les 4 ans. Ça crée directement une rarification au niveau du minage, et en gros ça permet de réduire le nombre de bitcoins en circulation qui sont créés. Et vu que ça fait une courbe exponentielle, comme vous le savez, la plupart des bitcoins ont été créés au début en 2009, 2010, 2011, et en fait plus on accélère, plus le nombre de bitcoins est faible à la création en fait, tous les ans. C'est-à-dire qu'il y a juste à le voir en fait au niveau des chiffres. Vous voyez là, en 10 ans, on a miné 18 millions de bitcoins. Et jusqu'en 2140, donc c'est-à-dire pour les 120 prochaines années, on va devoir miner que 3 millions, vu qu'on a 18 millions. 19, 20, ouais, c'est ça, un peu moins de 3 millions même, 2,5 millions. Donc en 120 ans, on va devoir miner 2,5 millions de bitcoins, or que là, en 10 ans, on en a miné 18 millions. Et donc plus on va réduire le nombre de bitcoins créés par an, plus du coup le flow va réduire, et plus le stock va pas forcément beaucoup monter, hein, vu qu'il n'y aura pas beaucoup de bitcoin créés en plus. Donc le ratio stock to flow va littéralement exploser. Et je crois qu'actuellement il est à 56 si je me trompe pas. Et avec le prochain halving, il va vite passer à 120, je crois, et après ça va faire exponentiel. Donc 120, après ça monte à 200 et quelques, non plus de 500 et quelques. Et du coup, ce qu'il faut se dire, c'est que l'or, je crois, il a un ratio vers les 50. Donc le Bitcoin est quasi, par rapport à cet indicateur, il a une meilleure valeur refuge que l'or. Et ça, c'est intéressant. Et si on suit le stock to flow avec les années, on arrive à un Bitcoin à 200 000 $, environ 220 000 $ pour ce cycle, pour 2022.
Donc moi j'y crois à fond pour cet indicateur. 200 000, 220 000 $, ça me paraît tout à fait cohérent pour le stock to flow en 2022. Après, les objectifs intermédiaires, ça veut dire 98 000, 100 000 $ pour la fin de l'année. C'est pas bien important, c'est juste des objectifs intermédiaires. Et si vous voulez, on n'est pas obligé d'aller chercher ces objectifs intermédiaires pour aller chercher l'objectif final de 2022. C'est vraiment cela qu'il faut regarder. À chaque fois, pour l'instant, 2011, 2013, 2017, il a eu raison, le stock to flow. 2022, c'est bien parti pour. Et 2026, je sais pas. 2026, le stock to flow, il annonce un Bitcoin à 1 million 100 000, 1 million 300 000 $. C'est possible, ça m'étonnerait pas que ça arrive, mais après, ce qu'il faut se dire, c'est que au bout d'un moment, le stock to flow va dévier de sa trajectoire, c'est obligé. Parce que s'il continue à suivre sa trajectoire, on aura un Bitcoin, je crois, c'est à 100 millions de dollars entre 2030 et 2040, un truc comme ça, le prochain halving. C'est beaucoup trop en fait, et c'est pas possible au niveau de la capitalisation. Donc il y a forcément un moment où le stock to flow va arrêter de suivre sa trajectoire. La question c'est quand? C'est est-ce que ça va se faire durant ce cycle? Est-ce que ça va se faire durant le prochain cycle? Ou est-ce que ça va se faire durant le prochain cycle? Moi personnellement, je pense que ce cycle est encore bon et que le prochain cycle devrait logiquement être encore bon. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un Bitcoin à 1 300 000 en 2026. À voir. Après, pour le prochain cycle, du coup, en 2030, je pense que ça va être compliqué. C'est très compliqué, mais là, bon, on prend des visions là sur 10 ans et c'est très compliqué dans les cryptos. DNT, ouais, intéressant. On va aller voir. Je vais aller voir. Désolé, je mange. J'ai pas eu le temps de manger. Il est quelle heure? 21h16. Faut pas que je tarde. Je fais n'importe quoi. Oui, de moment, je fais n'importe quoi en rythme de vie. Complètement décalé. Parfois, je fais un repas en 24 heures. Et c'est m'est déjà arrivé de me faire des pâtes à 4h du matin. Et je pense que à 4h du matin, je me suis fait des pâtes à 4h du matin, je me suis couché à 6-7h du matin. Ah, mais je fais n'importe quoi parce qu'en fait, je me lance dans un truc et je vois pas le temps passer. Du coup, je travaille. Ou alors, je regarde des vidéos et ça m'intéresse de fou, n'importe quel, en fait, différents sujets. Et du coup, je suis absorbé dans mon truc et je vois pas le temps passer. Et ça passe super vite. Et du coup, je me dis, putain, 22h, faut que je mange. Et puis je me retrouve à manger à 4h du matin et à me coucher à 7h. Du coup, il y a des jours là où je me levais, il faisait nuit. Et je me coucher, du coup, il faisait nuit, je voyais pas le jour. C'est trop chiant. Du coup, là, j'ai remis le rythme. Et là, j'essaye de faire 3 à 11h, c'est bien. 3h du matin, 11h du matin, c'est bien. Alors, Bitcoin. Bitcoin, je pense qu'il est dans une sorte de filling wedge. En gros, rising wedge, quand vous avez une figure comme ça, souvent on le casse à la baisse. On l'a très bien eu ici, rappelez-vous, on l'a cassé, on a cherché la target, donc ça a été très propre. Ça m'étonnerait pas qu'on ait le même figure, mais à la hausse du coup, plutôt un filling wedge de Allen AU, que je connais pas et auquel je me suis abonné récemment. Mais il est intéressant. En gros, il montre les différents filling wedge là qu'on a eu ces derniers mois. On a eu un premier filling wedge ici, et vous voyez que par rapport au récit et par rapport au MACD, à chaque fois qu'on a cassé le MACD ici, dans les 34,72 avec la cassure du récit, on a eu la cassure du filling wedge, et ça a été très propre, hop, 79% de hausse. On a eu la même chose ici, deuxième filling wedge, hop, on a cassé à hausse, 66% de hausse, et regardez du côté du RSI, c'est pareil, vous voyez, on a cassé au même, en fait, on a une longue trend baissière sur le RSI, on l'a cassé, magnifique. Le MACD, c'est la même chose aussi, vous voyez qu'on a cassé les 34,72 là, et paf, ça part la hausse. Et du coup, on nous fait 66% de hausse, et là, on nous refait le même scénario, la même figure, avec pareil, un filling wedge assez propre. Le RSI qui descend, on l'a prêt à casser. Pareil pour le MACD. Et donc là, ce qu'il faudrait du coup pour les prochains jours, ce serait hop, une cassure de filling wedge, que le RSI casse à la hausse, pareil pour le MACD, et ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse ce genre de pattern. Ce serait assez logique. Surtout après une correction là, de moins 20, moins 25%, ça suivrait en fait la trend des corrections qu'on fait dans ce cycle haussier. Donc moi, c'est vraiment ce que je privilégie pour l'instant comme scénario pour Bitcoin. Je privilégie plutôt ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous êtes plutôt baissier sur Bitcoin? Parce que j'ai vu pas mal de monde parler plutôt une cassure à la baisse. J'y crois pas trop, mais bon. Et après, on a la grosse zone de support des 40. Alors, on a deux zones de support. On a la zone de support des 40 000 qui est énorme, parce qu'on a du volume profile. Et on a aussi une zone de support intermédiaire, où on avait fait notre top ici, qui est aux 52 000 $. Donc, dans un premier temps, on aura les 52 000 $ à aller chercher. Et si on casse les 52 000, hop, direction les 40 000, qui sont ici. Alors, les 42 000 sont très bas. Et ça m'étonnerait vraiment qu'on aille le chercher. C'est pas du tout ce que je privilégie. Et ça m'étonnerait beaucoup qu'on aille chercher les 40 000, surtout à cette phase de bull run. Et je vois pas comment on pourrait aller chercher. Ah oui, GLD, on ira voir. Gros mur vers les 53 000. Alors tu regardes par rapport à quoi? Par rapport aux open interest, par rapport au volume profile. Ça va ranger. Apparemment, il va repartir aller chercher 53, 52. Je sais pas, moi ça m'étonnerait pas qu'on ait fait notre bottom à 55 000. Parce que en gros, ce qui se passe là en ce moment, c'est que tout le monde est en mode il faut que ça aille plus bas. Et c'est tout à fait normal. Hein. Chaque fois qu'on a une baisse, tout le monde va aller chercher une target plus bas. C'est-à-dire que si là on corrige vers les 50 000, tout le monde va dire attendez, ça va venir à 45. On est à 45, attendez, ça vient à 40. On est à 40, attendez, ça va venir à 30. On est à 30, c'est attendez, on vient à 20. Et du coup, on vise toujours les targets de plus en plus bas. Parce qu'il y a un moment où ça rebondit. Donc les 55 000, ça m'étonnerait pas que. Je sais pas, on verra. Mais on a eu la même chose, j'en souviens, au niveau de cet été là, quand on était à 30 000 et tout le monde parlait des 20 000. Donc moi, hein, j'avais pas privilégié, non, je privilégiais pas du tout les 20 000.
mais je disais que les 20 000 étaient possibles. Donc on verra. On verra, de toute façon, il faut que vos plans soient adaptés à tout. C'est-à-dire que là, si Bitcoin il vient à 52 000, 53 000, 40 000, 30 000, moi je sais exactement ce que je fais. Et même je reste gagnant en réalité. Parce que ça a juste décalé le bull run dans le temps. Et vous savez que la correction qu'on a eue au mois de mai là, bah, elle m'a été beaucoup plus bénéfique en fait. Beaucoup plus que si on était monté. C'est-à-dire que si le cours il avait fait ça, si le cours il aurait fait ça, attendez. Ouais, si le cours il aurait fait ça, tac, et il serait monté à 200 000, et bah j'aurais été moins en bénéfice que en faisant ça. Et là il monte à 200 000. C'est pourquoi? Parce que, ok, là j'ai perdu comme une somme parce que j'avais des leviers. Après c'était maîtrisé, c'est-à-dire que j'avais un pourcentage de mon capital que j'avais mis en levier. Ça faisait partie de ma stratégie et j'avais un peu plus de 15% de mon capital en levier. Et donc sur ces 15%, j'ai dû me faire liquider environ 13, 12, un truc comme ça. J'ai un peu près au pif, hein, mais c'est dans ces zones-là, environ 12-13% de mon capital en levier. Ce qui est quand même, alors ça paraît pas beaucoup, 12-13%, mais ce qui est quand même pas mal. Ce qui est quand même pas mal. Donc là, du coup, j'étais plutôt perdant sur cette phase. Alors j'étais largement gagnant hein, sur Bull Run, même ici. Mais j'étais quand même perdant sur la phase à court terme. Et en fait, le fait d'avoir rechargé à fond ici, là vraiment j'y suis allé mais comme un bourrin, j'ai rechargé avec du levier, j'ai vraiment allé à fond. Et j'ai toutes les preuves de toute façon qui sont dans la formation. Et en gros j'ai chargé, et du coup là, le fait de remonter, bah, ça m'a fait gagner plus que ce que j'avais ici. Le levier, je fais toujours très attention, faites attention avec le levier comme d'habitude. Moi je dépasse jamais 20% de mon capital total en levier, c'est déjà énorme. Je varie souvent entre 10 et 15%, mais j'ai jamais au-dessus. Au moins si vous avez un flash crash, bah, vous avez encore du spot. Et le levier, si vous faites liquider, mais si c'est 10-15%, ça va. Je vois parfois des capitaux où il y a 50% du capital en levier, 60-70% du capital en levier. Aussi, un flash crash, ça arrive souvent, une flash crash, hein, c'est au moins une fois par an. S'il y en a un, perdez tout, quoi. Mais en fait, le plus important, c'est de savoir qu'est-ce que vous faites, si jamais ça monte, si jamais ça descend, et au moins, vous n'avez pas de surprise. Et j'ai 100% levier, tu te fous de ma gueule, enlève-moi ça vite. Et j'ai une bonne adrénaline avec la chute de 20%. Imagine, quand on a eu la chute du Corona, là, le 18 mars, non, c'est quand déjà, le 14 mars, je crois, le 13 mars 2020. C'était pas une chute de 20%, c'était une chute de 70%. Sur le Bitcoin, hein, les altcoins, c'était un massacre en 24 heures. C'était complètement fou. Pour l'instant, c'est Bitcoin qui domine, hein, et du coup, je focus Bitcoin. Et enfin, pour l'instant, il domine pas Bitcoin, donc il y a des choses intéressantes sur les altcoins. Mais quand il va repartir, c'est lui qui va dominer, du coup, c'est lui qui va falloir focus. Du côté des altcoins, je vous ai parlé tout à l'heure en vidéo du CSPR, très intéressant. C'est un projet que je connais depuis très longtemps, vraiment, hein, ça fait peut-être 2-3 ans que je connais, parce que alors, je m'en souviens au tout début, quand j'avais essayé de comprendre comment marchait ETH 2.0, j'avais vu ce protocole, enfin cette, je sais pas ce que c'est exactement, c'est une crypto, mais il y a un projet derrière en fait qui essaye enfin je me renseigne plus, que je m'étais bien renseigné à l'époque, mais j'ai oublié. En gros, ça permet à ETH 2.0 de bien se développer. Mais je sais plus si c'est dans le secteur de la sécurité, de la décentralisation ou de la scalabilité au niveau d'ETH 2.0. Qu'est-ce qu'il va faire ce programme? Il me semble que c'est, par rapport à la sécurité, il me semble que c'est un protocole qui va aller chercher les forks, les doubles chaînes qui se créent sur la blockchain Ethereum pour les éliminer. Il me semble que c'est ça, mais j'ai peur de dire une connerie. Et du coup, Ethereum passe par eux pour faire marcher leur ETH 2.0, enfin pour faire marcher une partie de leur sécurité de ETH 2.0. Et du coup, par rapport à tout ça, ils ont lancé une crypto, et je pense qu'il y a un gros potentiel, donc je suis rendu dessus là récemment. Comme d'habitude, c'est pas du tout un conseil, c'est juste mon avis et je verrai ce que ça donne. Ça peut ne très bien pas marcher, et il y a des risques qui vont avec, mais voilà, on verra ce que ça donne, et je trouve là plutôt bien parti à moyen terme. Et j'ai vu aussi une chaîne YouTube qui en parlait, et ça 20 000 vues pour 1500 abonnés, c'est vraiment pas mal. Et en gros, il parle de tout ça, alors il est très très bullish. Comment vous expliquer? C'est-à-dire qu'il est en mode, les gars, c'est le moment de rentrer là, il faut acheter, etc. Et il n'y a pas de mal en vrai qu'il fasse ça, mais je pense que il est peut-être nouveau. Ouais, ça fait un mois qu'il fait vidéo. Je pense qu'il est peut-être nouveau et il voit pas l'impact qu'il peut avoir sur les gens. Et du coup, c'est pour ça que moi personnellement, et même les autres youtubeurs ou influenceurs sur Twitter, sur YouTube, n'importe où, on est tout le temps très très lisse. Et comme vous pouvez le voir, on est assez lisse hein, dans nos propos. On essaye de faire gaffe parce que tout simplement, il y a 99% des gens sont pas débiles. Et ils vont très bien comprendre que quand vous parlez de quelque chose, ben, c'est vous-même qui en parlez et juste vous proposez, quoi. Et c'est pas vous obliger les gens à investir. Et je sais que parfois il y a des trucs de merde. Hein. Par exemple, je sais que Asher, il a été au tribunal en période de bear market, je crois, parce qu'il y a un mec, il s'est dit j'ai découvert le Bitcoin via Asher, du coup je vais lui mettre un procès parce que j'ai perdu de l'argent. Des trucs mais complètement débiles. Et du coup c'est pour ça, on prend toutes nos précautions pour pas avoir ce truc. Mais en fait c'est juste au niveau stat quoi. Sur 100 000 ou 200 000 ou 300 000 personnes, il y en aura forcément 2 ou 3 teubés qui vont faire ça quoi. T'as connu par où? Alors le projet Casper, que je l'ai dit, je le connais depuis longtemps, hein, depuis plusieurs années, parce que je m'étais intéressé à ETH 2.0, donc je m'en souviens même plus. Oh, mais mon daily, il est bien. Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Alors, c'est peut-être pas le moment d'entrer là, vraiment pas. Je vais expliquer pourquoi. Rappelez-vous, quand on a un listing, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on explose au début, on corrige, on trouve un bottom, on range, on casse le range, on peut faire un éventuel pullback et après on part en tendance haussière. Vous regardez, 90% des listings, c'est ça. Et je le répète à chaque fois, mais c'est tout le temps ça. Enfin, il y a une grande chance que ça se passe comme ça. Et les caps, même schéma, encore une fois,
pareil. Pareil. Vous voyez que c'est la même chose. Regardez, on explose au début, comme le PKN. On explose au début. Qu'est-ce qui se passe? Grosse correction, on fait un x10, x20 sur le caps. On corrige, moins 80%, on trouve un bottom, on range. Et là, alors attendez, le range, je l'ai mal mis. Hop, le range il est comme ça. On trouve un bottom ici. Vous voyez, on range durant toute cette période. On casse le range, très propre. Et là, pullback. Et du coup, c'est parfait. Ouais, là, on est prêt à partir. Alors, il met du temps. Hein, il met beaucoup de temps à repartir, le pullback. Mais il est là, il est propre, il se maintient. Donc pour l'instant, ça reste très bon. Et à chaque fois, les gens se font avoir. Chaque fois, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les gens ils rentrent pas dans les SEO, ou alors ils sont rentrés dans les SEO, et puis ils voient le truc exploser, ils disent c'est le moment d'acheter, c'est le moment d'acheter. Et du coup, ils voient le truc, ça monte. Et le truc, il fait 500, 600% en quelques jours, et tout le monde veut acheter. Du coup, tout le monde achète, et après, le truc il se prend à moins 80%. Tout le monde se désintéresse. C'est là où ça range, et après, c'est là où ça repart à long terme. C'est toujours pareil. Sur quelle plateforme tu achètes tes alts? J'achète sur beaucoup. Alors, j'achète un peu sur Binance en spot, mais pas énormément. J'achète sur Swissborg aussi, en spot, pour stacker, ça c'est simple. Et après, j'aime bien acheter sur FTX, Femex et Bybit. Après XBT, un peu moins en ce moment. Ils étaient pas mal avant, mais moins maintenant. Et ouais, Femex, Bybit, FTX, c'est mieux, je trouve. Swissborg aussi. Get.io, c'est bien. Ah oui, Get.io. J'utilise aussi Get.io. Par exemple, pour acheter le Casper, CSPR, je suis allé sur Get.io. J'ai aussi acheté Shitcoin, au cas où, si ça pète des floquis, des trucs comme ça. J'ai mis un petit bag. Pareil, j'ai sur Get.io, parce que l'avantage de Get.io, alors, Get.io, c'est pas la plus simple. Et j'aime pas la plateforme parce qu'elle est pas simple à utiliser. Les frais sont moyens. Il n'y a pas beaucoup de volume parfois. Il n'y a pas beaucoup d'avantages. Mais le gros avantage qu'a Get.io, c'est qu'ils ont plein de cryptos. Vraiment, ils ont plein de cryptos. Du coup, vous m'avez dit EGLD. Farming, j'ai fait une grosse erreur. J'ai envoyé 25 000 $ dessus pour tester. Et j'ai fait l'erreur, je crois, de cocher la case bloquée pendant 1 an. Je suis dégoûté. Du coup, j'ai vu EGLD qui sont bloqués pendant 1 an dessus. Du coup, je vais pouvoir les retirer, mais on sera en plein bear market. Oh, je suis dégoûté. Et je sais pas si j'ai vraiment fait l'erreur, mais je crois que oui. Hein. Je crois que j'ai fait l'erreur et du coup, ils sont bloqués pendant 1 an. Je suis dégoûté. Je vais vous montrer. Je sais pas si on peut le voir en fait. On le voit au moment où on... C'est très simple pour se connecter à Maillard Exchange, ça c'est cool. Moi je crois qu'on le voit quand on fait la transaction, mais je sais pas si on le voit là dans Farm. Il y a 2 milliards 400 millions de TVL. Total Value Lock. Vraiment pas mal. Alors, le MEX, il est à 457%, ça reste très bon encore. 1977% pour EGLD MEX. Ouh, EGLD USDC, il est descendu à 970%. Donc je suis rentré, il était à plus de 5000. Oh, il est bien redescendu. Après, ça reste correct quand même. Et vous voyez, du coup, sur les 20... alors j'ai mis 24 000 de base, dollars. Sauf que vu que le token est monté, bah, c'est monté à 27 000 du coup. Et ça m'a fait un rendement de 7 000 $. C'est vraiment pas mal en quelques jours, 7 000 $ de rendement avec 24 000. Et encore, et j'ai mis 1700 là, de rendement que j'avais fait, je les ai mis ici. Donc en réalité, ça fait plus. Ça fait 7, ça fait 8, ça fait à peu près 9 000. 9 000, ouais. Près 9 000 $ de rendement. En quoi? En 4-5 jours avec 24 000 $. Donc c'est vraiment beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Le problème, c'est que j'ai fait l'erreur, comme je l'ai dit, de... Je sais pas si on peut le voir là. Mais je crois que je peux pas les retirer parce que j'ai fait l'erreur de bloquer pendant 1 an. J'ai cossé la case. Ça me réinvestit en fait mes rendements. Genre. Et du coup, ça me les bloque pendant 1 an. Je suis dégoûté. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais du coup, c'est cool, ça marche bien. Ah non, j'ai fait ça. Regardez, c'est ça. J'ai fait de la merde. Non. Je vais le traduire parce que j'ai flemme de traduire en moi-même. Fait référence à l'intérêt simple accumulé d'un investissement particulier sur une période d'1 an. Parce qu'il y a l'API, l'APR, en fait il y en a un qui te fait réinvestir ce que tu gagnes et l'autre il te fait pas réinvestir ce que tu gagnes. Mais je crois que celui qui te fait réinvestir ce que tu gagnes, il bloque tes EGD pendant 1 an. Mais je suis pas sûr, Clique sur la calculatrice, ouais c'est ça à côté. Ok, faut pas montrer ton QR code. Si, mais c'est en fait le QR code, c'est juste tu te connectes avec ton appli, donc ça change rien. Il y a que mon appli, tu vois, qui peut le voir. API sur le Compound, quoi? Contact Asher. Alors, je pense qu'il n'y a pas le temps. Déjà, moi, quand je vois ce que j'ai à faire avec 100 000 abonnés, tout ce que je reçois comme message et tout, je me dis, mais lui, il a 400 000 abonnés, mais c'est impossible. Surtout qu'il a sa société à côté, H Consulting, qui gère plein d'autres trucs. Et il doit déborder complètement Asher. API, c'est intérêt composé, ouais, c'est ça. Donc, intérêt composé, c'est que tu réinvestis ce que tu gagnes. Du coup, ça fait effet cumulé, quoi. API égale APR plus ses intérêts de ses intérêts. Exactement. C'est ça, en fait. APR, c'est que vous allez juste avoir les intérêts et les récupérer. API, c'est que vous allez avoir les intérêts qui vont être réinvestis, du coup ça va faire effet cumulé, ça va faire intérêt composé, des intérêts composés. Et c'est ce que Einstein a dit, la 8e merveille du monde, c'est les intérêts composés. Et c'est vrai qu'à long terme, si vous regardez les intérêts composés, c'est assez fou. Au niveau graphique, ouais, du coup on est sur une correction pour l'instant de... Moi je regarde attentivement le pourcentage de correction, on a moins 23%. Est-ce qu'on va trouver notre bottom? Bonne question. Je pense que c'est possible, mais je pense qu'on peut aller plus bas encore. On regarde ce qu'on a fait un peu dans le passé. Ouais, en termes de correction, en fait, ce qui est intéressant en graphique, c'est comme je l'ai expliqué, souvent un graphique, s'il fait ça au début du bull run, voilà, il monte comme ça, et vous pouvez être sûr qu'à la fin du bull run, il montera pareil. Il montera comme ça. Si le graphique il monte comme ça, vous pouvez être sûr qu'il va monter pareil, il va monter de la même façon. Et en fait, un graphique, une crypto va souvent réaliser les mêmes schémas qu'elle a fait dans le passé.
c'est un truc que je vois tout le temps sur Chiliz, sur plein de cryptos, et GLD pareil. Et vous voyez qu'encore une fois, GLD le fait très bien, c'est-à-dire que les phases haussières, lui, c'est qu'il explose très fort, il corrige très fort pendant une semaine, et il réexplose pendant très fort. Et il recorrige très fort pendant une semaine, et il réexplose, ainsi de suite. Donc il monte comme ça, quoi. Et là, ce qu'on peut regarder en termes de baisse, c'est voilà, moins 37%, c'est énorme. Là, il est fait un 156%, donc à peu près la même hausse qu'on a fait maintenant. Et là, c'était un moins 32%, ok. Là, si on prend sur ces corrections, c'est un moins 35%, et là, on est sur un moins 40. Énorme. Vraiment, c'est énorme. Donc, ok. Là, pour l'instant, je pense pas que du coup, sur la fin, parce qu'on est sur un moins 20, ça ne m'étonnerait pas qu'on aille chercher plus bas les moins 30. Pourquoi pas les 380$, là, ce serait tout à fait possible. Et en gros, ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse un truc dans ce style. Hein. J'ai des on corrige, on continue à corriger. Hop, on va chercher un point bas vers les 380, on fait un moins 30%, on stagne un peu pour une semaine. Et hop, on remonte. Je ferai vraiment ça pour l'instant sur le GLD. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Après, en weekly, le récit toujours bien orienté, vous voyez. Attention quand même, parce qu'on va former une divergence sur GLD qui arrivera pour la fin du bull run, hein, mais ça va être énorme. C'est-à-dire que EGLD, on risque de faire ça au niveau du récit, monter là, et hop, s'arrêter là et corriger. Du coup, du côté du récit, ça va être baissier, comme ça. Et du côté du cours, on va monter. Donc quand on va arriver là en haut, bear market, il va être violent. De toute façon, divergence de récit ou pas, le bear market sera violent dans tous les cas. BNB, on a atteint pile la target. Alors franchement, lui, je suis trop fier de ce graphique, il est tellement propre. On l'a cassé, on a dit à l'avance, ça target les 1 de ratio. Regardez la mèche qu'on a fait, elle est pile venue toucher les 1 de ratio. Incroyable. Elle est pile venue toucher. Et après, ça corrige. Incroyable. Et là, je ne l'ai pas joué, mais ceux qui voulaient faire beaucoup d'argent, là, ils avaient juste à prendre beaucoup de GLD à la cassure et ils se mettent pile leur ordre de vente au 1. Et au moins, au 1, ils faisaient passer tout leur GLD en BNB. Et là, mais incroyable. Parce que là, ils reprenaient la performance à l'envers. Donc c'était tout bénef. Donc voilà. Moi, pour GLD, toujours aussi à moyen terme, mais à court terme, attention. Je pense que la baisse n'est pas finie. On a moins 20%. On peut aller chercher les moins 30. Il a le même canal que US, exactement. Et US, je l'ai vu l'autre jour en vidéo, en passant en vidéo, j'ai vu qu'il y avait le canal, je vous l'ai montré. Et après, j'ai vu que Slashcoin en a parlé aussi sur Twitter. Donc, pertinent, très pertinent. En plus, il a mis les cercles de Fibo, on pourrait aller en haut. Mais comme j'ai dit, US est tellement avancé dans sa hausse, il est déjà en haut de son canal. Donc, en réalité, c'est pas bien rentable de rentrer maintenant. Tu crois au bear market au vu des nouveaux mondes qui arrivent dans les cryptos? Si oui, comment l'expliquerait cette mécanique de bear? Effectivement, j'y crois. Et c'est un truc que je défends beaucoup, le bear market. Pour moi, le bear market est, comme dit Mister Polyflow dans le chat, le bear market est inévitable. Pas facile à dire. Inévitable. Pourquoi? Parce que en fait, c'est cycle long terme. Et en fait, comme j'ai expliqué, souvent la correction est proportionnelle à la hausse. Et là, on est sur une hausse. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais le Bitcoin est parti à 3800$ au crash du Corona. Et actuellement, on est à 58 000$. C'est énorme la hausse. Et on risque de continuer à monter sûrement aux 200 000$. Donc si on monte aux 200 000$, la correction sera proportionnelle à la hausse. Donc on aura forcément une correction de moins 80%. Forcément. Et le fait de dire non, mais on va avoir un super cycle où on n'aura pas de bear market et juste des corrections de moins 40, moins 50%, j'y crois pas du tout. Parce qu'on m'a sorti exactement la même chose en 2017. Au top 2017, je vous promets, il n'y avait pas une personne qui parlait d'un bear market de moins 80. Tout le monde parlait d'une bulle spéculative avec sûrement une correction de moins 20, moins 30, moins 40%, mais personne parlait d'un moins 80%. Parce que les gens disaient que le Bitcoin était passé dans une nouvelle phase où maintenant il y a beaucoup plus de capitaux, etc. Jamais on pourrait faire une aussi grosse baisse. Finalement, ça a été le cas. Et je pense que ce sera pareil actuellement. C'est-à-dire qu'on trouve beaucoup de prétextes en disant il y a les institutionnels qui rentrent, du coup, c'est un nouveau marché, c'est plus gros, etc. Mais ça n'a rien changé, je pense. Et on aura toujours un bon bear market de moins 82% qui va bien faire mal. Et tant qu'on fait des hausses comme ça de x20, x30, x40 sur Bitcoin, ce sera toujours pareil. Et ça va se calmer au fur et à mesure. Il n'y a qu'à voir les bear markets. En 2011, je crois 2012, le bear market était de 86%, moins 87%. En 2015, il est passé à moins 84%. En 2018, ils vont passer à moins 82%. Donc, non, un peu plus, moins 83, je crois, ça descend petit à petit. Et donc là, ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse un bear market de moins 82, moins 80%. Et rappelez-vous, j'avais fait un long tweet expliquant tout ça, ou disant que voilà, un top à 220 000 avec un bottom de bear market vers les 39 000, 40 000 pour 2023-2024, ce serait logique en théorie. Ça ferait une delta de baisse de moins 82%. Ça correspondrait à tous les anciens cycles au niveau historique, aux indicateurs long terme, ce que je privilégie. Je sais pas si parmi vous dans le chat, il y en a qui ont vécu là ce qu'on a vécu en mai 2021 où c'est pris à moins 50%. Moins 50%, ça fait mal. Mais ça va, ça fait mal, mais ça passe. Ça passe au bout de quelques mois. Un bear market, ça passe pas. Oh, moins 80%, je vous jure, il faut plusieurs années pour se remettre. Hein. Moi, le bear market de 2018, je l'ai encore ici. Hein. Je l'ai pas oublié. Et je l'ai encore ici. Parce que, en fait, ce qui est fatal avec le bear market de 2018, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est pas moins 80% comme au Corona. Le Corona, ok, on a fait moins 70%, sauf que le Corona, c'était ça, c'était moins 70%, et après, on est remonté. Donc ça a été rapide, ça va, on a souffert en peu de temps, mais après, on est passé à autre chose. Et on a vite récupéré des gains. Mais 2018, oh, c'était horrible, parce qu'en fait, ça descendait petit à petit, on faisait des rebonds, et on descendait. Et au bout de 1 an et demi,
on continue à descendre encore. Et je sais pas si vous vous rendez compte, juste là, cet été, mois de mai, on a eu quoi, 5-6 mois de baisse, 5 mois, allez, 5 mois, un peu moins, 4 mois de baisse, 4 mois un peu ouais, de baisse en fait. Alors que le bear market 2018, c'était, on a trouvé le bottom en novembre 2018. Ouais, on a trouvé le bottom en novembre 2018 et on est reparti à la hausse en avril 2019. Ça a duré quasi un an. C'était ultra long. Et ça faisait que descendre pendant un an. Et quand vous voyez que votre sol descendre pendant un an, c'est affreux. Après, vous le vivez une fois, vous êtes immunisé, entre guillemets. Et les baisses de moins 50%, comme on a fait, c'était au mois de mai, ça fait plus rien. Ça fait plus autant mal qu'avant. Et du coup, c'est pour ça, moi, je vais essayer de retirer un maximum de mes cryptos. Hein. C'est pas parce que j'aime pas les cryptos, mais quasi 96 à 99% de mes cryptos que j'ai, je vais tout retirer avant le bear market. Parce que j'ai pas envie de retaper un bear market pendant un an, c'est mort. Le bear market va faire mal au Salvador. Bah ouais. Mais bon, eux, ils ont plutôt une vision long terme, hein, donc ça se trouve, quand le bull run repartira en 2026, ils seront toujours bons. Tu vas passer en stablecoin ou en fiat? En fiat, parce qu'après, l'argent d'aujourd'hui vaut plus cher que l'argent de demain. Donc en bear market, je vais pas attendre un an en stablecoin ou en stablecoin pour réinvestir au prochain bull run. Moi, je vais repasser en une partie en fiat et je vais l'investir dans l'immobilier, je vais l'investir dans les actions, je vais l'investir dans des mondes, dans différents trucs où je vais pouvoir me diversifier. Et après, je reprendrai la liquidité pour revenir au bon moment au prochain bull run. Je garderai toujours une partie quand même, je garderai toujours une partie, peut-être 10% de mon capital au minimum dans les cryptos. En stablecoin, s'il y a des opportunités à saisir, s'il y a du swing trading à faire, et puis même au niveau des shorts, c'est-à-dire qu'en bear market, on peut gagner de l'argent avec des shorts. Short levier, je ne conseille vraiment pas, c'est très chaud, mais déjà juste des shorts ou parier à la baisse sur des altcoins, ça paye très bien en bear market. Pas autant qu'en bull run, mais ça paye bien. Surtout sur les altcoins. Après, il y a l'éthique du short, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui veulent pas short parce que pour eux, c'est pas éthique vu qu'on parie à la baisse du marché. Moi, ça me dérange pas. Après, à vous de voir ce que vous en pensez. Que ce soit NFT, que ce soit les altcoins, dans la DeFi, la CeFi, les métaverses, les gros projets comme ETH, les coins XRP, ils vont tous se prendre à moins 80, moins 85, moins 90, moins 95% pour certains dans la face durant le bear market. Parce que tout simplement, c'est les altcoins. Et peu importe le domaine, en fait, vu que tout le domaine va plonger à la baisse, vu que Bitcoin va plonger en baisse, il va emporter tout le marché avec lui. Donc peu importe ton altcoin, en général, il y a très peu de chances qu'il arrive à survivre. Dans le meilleur des cas, il pourra s'en sortir avec moins 30, moins 40%, mais ce sera peut-être un altcoin sur 100, quoi. Un altcoin sur 100. Et ça me fait penser au VET. En 2018, il me semble que le VET n'avait pas pris si cher que ça. Hein. Il me semble que durant le bear market 2018-2019, pas 2019 mais 2018, le VET avait plutôt bien encaissé la baisse du bear market. Il me semble qu'il avait pris à moins 40, moins 50%, un truc comme ça. Ce sera pour quand le bear market? Bonne question. Moi je pense mi-2022, mais c'est large. Ça peut être début 2022, ça peut être fin 2022, c'est pas exactement. Mi-2022, ça me paraît pourquoi pas tangible vers printemps-été. Hein. Tu vois bien venir. Vas-tu encore faire des vidéos quotidiennes pour le market? Ouais. Je vais continuer. Alors, ça va dépendre parce que, tu vois, par exemple, cet été, il y avait des phases. Alors, j'ai pas fait des vidéos tous les jours cet été, mais il y avait des phases un peu. Parfois, je faisais une vidéo par jour et des phases très mou, c'est-à-dire où ça rangeait, il n'y avait pas grand-chose, il n'y a rien à dire sur le marché. Et du coup, je me sentais pas un peu forcé à faire la vidéo, mais il y a des moments, il y a des vidéos où j'avais pas grand-chose à dire et du coup, la vidéo faisait peut-être 10-11 minutes et j'avais pas grand-chose à dire. Du coup, j'apportais pas vraiment de plus-value. Et donc, je pense qu'en bear market, si on est vraiment dans les phases creuses, je ferais peut-être une vidéo tous les 2 jours, mais peut-être pas autant, peut-être pas une vidéo par jour. Alors j'en ferai une vidéo par jour au début du market parce que ça a beaucoup bougé, mais si je vois qu'il y a des phases un peu de calme, pourquoi pas faire une vidéo, 3-4 vidéos par semaine, voilà, ça suffit, pas 7. Et je vois qu'on est 800, c'est cool. Merci. On va passer rapidement ce que je veux montrer. Chiliz, j'ai oublié de le passer. En gros, Chiliz, c'est toujours haussier à moyen terme. Vous voyez qu'on est toujours dans le triangle de compression, là, quand on a cassé en daily, donc c'est toujours très bon. La target, c'est le haut du biseau ascendant là qu'on est en train de former, qui est ici. Alors un peu moins, hein. Je crois la target, elle est un peu moins. Regardez. Ouais, elle est un peu moins haute, ouais, c'est les 1,30$, c'est ça. Mais l'objectif, c'est d'aller à la fin du bull run vers les 7, 8, 9$ par ici. Ça fait quand même 1x20, hein, ça c'est énorme. Mais c'est possible si on revient en haut pour aller chercher tout simplement le haut de cette figure chartiste et ensuite corriger. Et à long terme, vous voyez que le fait de revenir ici une dernière fois à la hausse, hop, et ensuite de corriger très fort à partir de ma market, ça paraît tout à fait logique. Même en weekly plutôt, ce serait plus logique de le mettre en weekly. Comme ça, donc ça reste bon, c'est juste ça prend son temps. Et quand en fait ça casse pas tout droit comme ça. Ça casse tout le temps, voilà, en montant, avec des baisses, ainsi de suite, comme ça. Donc on reste toujours aussi à moyen terme, malgré la petite correction qu'on a à court terme. Il suit un peu le marché. Donc chez Liz, toujours bon. Après, comme j'expliquais, chez Liz, il fait souvent des phases où en gros, voilà, il est très plat et puis d'un coup, il pète. Et je pense qu'avec la cassure qu'on a là, on aurait pu être dans cette phase. Ça met un peu de temps au début, vous voyez que regardez au début. Quand il était là, vous voyez, hop, c'est calme, on pète et on met un peu de temps, on corrige, on repète, on met encore un peu de temps et plus on avance, plus c'est vertical. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse un truc dans ce style chez Liz où en gros, voilà, on continue à latériser, hop, on pète, on augmente, on latérise un peu, on pète et en fait, plus on monte, plus ça risque d'être vertical. À la fin, ça risque d'être comme ça, quoi. On verra. Je vais vous laisser ici, les amis. Je vais vous laisser là-dessus parce qu'il faut que j'aille manger, c'est 22h et j'ai plein de trucs à faire après.
Ça a pété, exactement. Exactement. Et j'essaierai de vous refaire un live, peut-être vendredi alors. Je sais pas, je verrai. Peut-être vendredi. J'essaierai de vous en faire un autre dans la semaine. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, il y a Alex qui est le monteur de la chaîne principale et qui vous fait un live tous les lundis matins qui s'appelle Crypto Matin. Vous aimez bien, c'est cool et tout. Et il y aura sûrement une nouvelle personne qui va faire des lives maintenant, peut-être les jeudis. Peut-être les jeudis soirs, une nouvelle personne qui s'appelle Alan, qui est trader crypto, qui habite à Malte d'ailleurs, avec qui je m'entends bien depuis environ 4-5 mois, je parle avec lui. Et il est très bon en analyse technique et en analyse order flow, quelque chose que je fais pas du tout l'order flow. Et pourtant, c'est très intéressant, il y a des choses à faire là-dessus. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire des lives, qu'il fasse des lives sur la chaîne Twitch. Ça permettrait de se diversifier, d'avoir une nouvelle analyse technique, comme le fait Alex, un truc complètement différent. Donc ça peut être pas mal, et au moins ça fera des lives en plus sur la chaîne. Donc du coup, vous aurez un live de Alex le matin, lundi matin, un live de Alan le jeudi, et après 2 lives en général dans la semaine par mois, donc ça fait environ 4 lives par semaine, ce qui est vraiment pas mal, plus la rediff sur la chaîne secondaire. Ouais, il va pouvoir live sur cette chaîne. T'es pas allé voir, un chouette gars, il fait de l'order flow, c'est intéressant, ouais, il fait des petites vidéos daily, un peu comme ce que je fais. Et tout nouveau, hein, vous voyez, 96 abonnés, et du coup il va commencer sûrement à faire des lives, je sais pas, peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Un live par semaine, ça peut être cool. Donc voilà. N'hésitez pas à aller faire péter sa chaîne là, qui au moins il sera trop content. Il va prendre 10K. Ce serait magnifique, ce serait trop bien. Je serais content pour lui. Il le mérite. Alors il est pas ça fait pas autant de temps qu'il est sur crypto que moi, c'est-à-dire que ça fait pas 3-4 ans qu'il est dans le crypto, mais il a déjà pas mal de bases en quelques. Je sais pas combien de temps ça fait exactement. Je pense que ça fait 1 an, un truc comme ça qu'il donne. Donc il aura pas le retour d'expérience que je peux avoir, mais au niveau technique, il reste très bon. C'est vraiment un bon live, j'ai bien kiffé. Et à plus. Bonne soirée à tous et faites attention sur le marché comme d'habitude. Bon live avec Cryptologique. Ciao.